monsieur! Le service achat! J'ai reçu une Xbox Series X! Je voulais une PS5! C'est quoi ce Vince? Comment ça? Mais elle est où ma PS5? Mais je m'en fous de votre Xbox! Moi je veux ma PS5! Donnez-moi ma PS5! Oui! Non mais dis donc, comment ça? Je veux pas de votre pot de fleurs noires! Je veux ma PS5! Boutonneux, va! Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Allons mes enfants, retirons-nous. Je crois que votre père a besoin de rester seul quelques instants. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors des sujets très intéressants, on va parler aujourd'hui de TSMC, de nanomètres, on va parler également de Samsung téléviseur, micro LED mais aussi OLED, et comme quoi aujourd'hui on peut dire que le OLED est arrivé à maturité, au moins sur les dalles LG, on va en parler, vous allez comprendre pourquoi. On va également parler de Xilinx et AMD. Eh bien, c'est des FPGA et je vais vous parler de ça parce que c'est très intéressant côté industrie, en général d'ailleurs, côté industrie française et allemande, et pourquoi finalement l'industrie de niche, les secteurs de niche sont très intéressants pour les industriels, pour les fondeurs, mais également pour tout le secteur industriel. On va également parler d'une bonne nouvelle et mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle pour l'Europe, une mauvaise nouvelle pour la France, vous allez comprendre pourquoi, avec Intel, l'implantation d'une nouvelle usine probablement en Allemagne. Et on finira par la série que je viens de terminer, The Silent Sea. Eh bien j'ai beaucoup de choses à dire, je parlerai de cette série sans spoil comme d'habitude au début, mais j'aurai une petite partie spoiler exceptionnellement tout à la fin de la vidéo, car bon, il y a un élément quand même qui m'a un peu perturbé. Commençons par cette nouvelle assez intéressante, TSMC ont quasiment signé avec Taichung. Taichung c'est la deuxième ville en Taïwan, deuxième ville la plus peuplée. 2025, normalement, il y a une usine qui va sortir de terre pour faire du 2 nanomètres. Et oui, je vous l'avais dit, 2025, 2 nanomètres, TSMC veut produire du 2 nanomètres en 2025, et donc ils vont tout de suite commencer à construire une usine. Et c'est ce site qui a été choisi avec des conditions assez strictes côté Taïwan, côté environnemental, on verra si elles sont respectées. Une double information très intéressante côté téléviseur. CES 2022, on devrait avoir des nouveaux micro LED présentés par Samsung, dont un modèle 89 pouces. Alors attendez-vous pas à des prix très bas, hein, ça va être des prix astronomiques, mais justement j'aimerais voir si les prix ont quand même tendance à baisser, c'est-à-dire si dans 3, 4, 5, voire 10 ans, on aura des prix tout à fait corrects et on pourra tous s'équiper en micro LED. C'est-à-dire qu'on peut estimer maintenant la durée, quand est-ce qu'on pourra acheter des micro LED à des prix entre guillemets raisonnables. Je vous rappelle que le micro LED a tous les avantages du OLED et tous les avantages du LCD classique. C'est-à-dire la luminosité qui est juste au top, des noirs profonds, des contrastes infinis comme le OLED, c'est-à-dire pas de blooming par exemple comme le OLED, c'est-à-dire des couleurs très riches et très variées, pas de temps de latence comme le OLED, mais pas de marquage comme le LCD. Bref, ce micro LED a toutes les qualités, je vous rappelle, c'est des LED électroniques et non organiques. En termes de durée de vie, c'est bien meilleur, pas de marquage comme je vous ai expliqué, et donc on attend avec impatience que cette technologie soit à la portée de tous. Mais ça risque de prendre un certain temps, et donc je suis intéressé de voir le prix de ce 89 pouces, qui est l'un des premiers modèles micro LED, le plus petit au monde, enfin 89 pouces quand même. Côté Samsung, on a également une autre news très intéressante. Samsung va acheter des OLED à LG, oui, des dalles OLED à LG. Eux qui critiquaient énormément la technologie de LG, OLED justement, en disant qu'il y avait du marquage et que c'était fragile, eh bien ils se sont décidés à acheter des OLED à LG. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils veulent produire 3 millions de QN95A, vous savez, leur mini LED, mais ils veulent produire également 500 000 QD OLED. C'est leur OLED qu'ils fabriquent eux-mêmes, avec des OLED bleus, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais également des OLED plus classiques, 1,5 million d'unités. Or, ils n'ont pas la capacité de produire tout ça, puisqu'ils n'ont pas d'usine OLED classique. Quant au QD OLED, ils peuvent produire 1 million de dalles par an, or ils en ont promis 500 000 à d'autres fabricants de téléviseurs, comme Sony par exemple. Donc ils n'ont que la capacité de produire 500 000 dalles QD OLED et ils veulent produire quand même 2 millions de dalles OLED en tout. Donc ils achètent 1,5 million de dalles OLED au minimum à LG. Ce qui prouve que Samsung commence à avoir confiance dans la technologie OLED puisqu'ils en produisent, mais en plus ils en achètent à LG. Ce qui prouve pour moi que les dalles OLED LG 2021 sont plutôt fiables à condition d'une utilisation normale. Alors bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois, bonne nouvelle pour l'Europe puisque effectivement
C'est en passe de se concrétiser. Une usine Intel, vous savez, une usine de fabrication de plaquettes de silicium Intel va être construite en Allemagne. C'est une bonne nouvelle, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour la France, parce que la France n'aura pas ce marché-là. Elle va devoir se contenter d'un secteur R&D probablement implanté à Grenoble. Il y a déjà Minatech, ST Microélectronique, qui est un concurrent. Il y a également le Leti, il y a un centre de recherche assez important à Grenoble en microélectronique. Il y a également tout ce qu'il faut autour en infrastructure, c'est-à-dire les universités en particulier. Et donc, Intel pourrait être intéressé de placer son centre R&D européen en France, à Grenoble, et en Italie, un centre d'assemblage et d'essai et d'assemblage. Pourquoi Pat Gelsinger fait ça? Il ne fait pas ça du tout par bonté de cœur, il fait ça parce qu'il a peur sinon que la France ou l'Italie s'opposent à cette implantation d'usine en Allemagne. Donc il nous propose un petit peu, excusez-moi le terme, des miettes. Pourquoi des miettes? Parce que je vous rappelle qu'en 2016, Intel a fermé tous ses centres R&D en Europe. Et oui, il a liquidé totalement ses centres R&D en Europe. Est-ce que ce sera la même chose? Il faut voir que Grenoble, bien entendu, est un centre de recherche important en microélectronique, mais est-ce que Pat Gelsinger va s'en contenter? Parce que, bien entendu, normalement, les centres R&D, recherche et développement, eh bien, ils sont implantés dans le pays d'origine, en particulier aux États-Unis pour Intel, je pense, et toutes les recherches et développements se feront plutôt aux États-Unis. Donc, est-ce que ça va durer dans le temps? Pas certain. Voilà, donc évidemment, TSMC va suivre le pas et probablement s'implanter en Allemagne également. Alors pas de politique bien entendu dans les commentaires, c'est simplement un constat comme quoi, oui il y a l'Union Européenne, mais il y a aussi chaque pays tire la couverture à soi, et ça continuera encore très longtemps, je le crois. Alors AMD va peut-être finaliser son rachat de Xilinx pour 36 milliards de dollars quand même, Xilinx, fin Q1 2022. Xilinx, ce sont les spécialistes, ce sont les créateurs du FPGA. Le FPGA c'est quoi? Eh bien imaginez, vous avez un processeur en l'occurrence, un processeur dont vous pourriez modifier chaque caractéristique. Vous pourriez par exemple par programmation le transformer en décodeur pour un téléviseur, vous pourriez le transformer en GPU, en CPU, en n'importe quelle unité de calcul pour des calculs spécifiques. Les FPGA ne sont pas faits pour la grande industrialisation, mais ils ont l'avantage d'être entièrement modélisables, c'est-à-dire grosso modo, vous n'allez pas seulement avoir des instructions programmées, non, vous allez créer vos instructions vous-même et ainsi pouvoir vraiment finement l'adapter à ce que vous voulez faire pour votre industrie, ou alors par exemple pour un centre de recherche, ou par exemple pour de l'enseignement. Exemple, des étudiants, vous allez leur donner un cahier des charges, et ils vont devoir créer avec leur FPGA ce que vous avez demandé dans votre cahier des charges. L'avantage de ces FPGA et de AMD, c'est que si AMD, avec Xilinx, crée un FPGA vraiment puissant, eh bien, il va pouvoir le vendre à prix d'or à certaines industries qui veulent vraiment spécialiser leur programmation. Grosso modo, si vous préférez, vous avez normalement un centre de design qui va designer votre circuit tel que vous le pensez, et ensuite, bien entendu, vous avez les fondeurs, TSMC, Samsung, Intel, GlobalFoundries et plein d'autres, qui vont créer votre puce en hard, en réel, par différents process. Eh bien la différence c'est que là, oui, vous allez avoir une puce qui va être créée par process, mais c'est vous qui allez pouvoir designer après, c'est-à-dire grosso modo, modifier les spécifications de votre puce, changer les circuiteries si vous préférez en interne, pour pouvoir créer votre propre spécification sur ce circuit-là, c'est très intéressant. Mais je le répète, c'est bien entendu pas pour de la grande industrialisation, c'est pas pour faire des APU, des CPU, des GPU, parce qu'ils seront toujours moins performants que des GPU ou des APU ou des CPU qui ont été faits pour ça et spécifiquement pour ça. Et donc ça va coûter plus cher pour moins de performance. Mais pourquoi AMD s'intéresse à ce marché? Je le répète, parce que c'est un marché finalement de niche, entre guillemets, gros marché de niche, c'est-à-dire un marché un peu spécialisé, mais qui va rapporter gros. Je vais vous prendre un exemple très simple. Les fondeurs, par exemple, travaillent pour le grand public. Il faut savoir donc qu'ils font beaucoup de plaques et qu'ils gagnent bien entendu de l'argent sur chaque plaque. Oui, mais imaginez que lorsqu'ils travaillent sur le spatial, par exemple, le spatial, qualification un peu spéciale, entre moins 40 et 125 degrés, au lieu d'être entre 0 et 70 degrés, c'est-à-dire que la puce doit marcher entre moins 40 et 125 degrés, eh bien c'est une qualification plus poussée. Sur des process plus anciens, je vous ai expliqué, 7 nanomètres, 5 nanomètres, on ne fait pas du spatial avec, on fait du spatial sur des process plus robustes, en termes bien entendu également de radiation solaire par exemple dans l'espace, on fait plein d'essais et donc tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ça coûte beaucoup plus cher? Tout simplement parce que la production sera beaucoup moins importante. Il faut savoir que pour le spatial, vous allez faire simplement un seul lot. Un lot, c'est 25 plaquettes de silicium, je vous rappelle. Donc s'il y a par exemple 1000 puces par plaquette de silicium de votre circuit qui doit aller dans un satellite, c'est un exemple, vous allez avoir 25 000 puces. 25 000 puces pour quelques satellites. Vous imaginez bien,
on ne peut pas faire plus d'un lot. C'est-à-dire que l'entreprise qui va faire le satellite va commander un seul lot. Oui, mais elle va le payer très très cher parce qu'il va y avoir des masques spécifiques pour la photolithogravure, un process spécifique pour juste un seul lot. Donc le fondeur, celui qui va faire le process de votre circuit qui doit partir dans ce satellite, eh bien va vous le faire payer très cher, peut-être 100 fois le prix si ce n'est plus. Vous imaginez un process qui est déjà qualifié finalement, même si c'est entre 0 et 70 degrés, c'est un process qui est robuste, qui est ancien, donc il est assez facile de le transformer en process un peu plus robuste, moins 40, 125 degrés, avec de la qualification adaptée et un design adapté, et vous allez vendre ça 100 fois plus cher pour un seul lot fabriqué, c'est-à-dire ça ne va pas prendre beaucoup de temps sur votre ligne de production, et vous allez gagner 100 fois le prix d'un lot qui est normalement grand public. Donc les marchés de niche intéressent énormément toutes les industries, que ce soit fondeurs ou que ce soit bien entendu les industries diverses et variées. Regardez par exemple le comparatif France-Allemagne en termes d'industrie, et pas de politique là-dessus non plus, hein. Mais la France a longtemps industrialisé des produits bas de gamme, moyen de gamme, alors que l'Allemagne s'est concentrée plutôt sur du moyen haut de gamme. Et bien le résultat, c'est qu'effectivement la Chine est arrivée dans le marché, depuis un bon moment d'ailleurs, qu'elle s'est intéressée au bas de gamme, moyen de gamme. Effectivement, elle commence à attaquer aussi le haut de gamme, entre guillemets, et donc, avec ce moyen de gamme et ce bas de gamme, elle a pris des parts de marché à la France et beaucoup moins à l'Allemagne qui s'intéressait au haut de gamme. Le luxe français est un autre exemple qui marche très très fort parce qu'effectivement, le luxe français est spécialisé. Les aciéries d'ailleurs en France, il faut le savoir, se sont spécialisées. Elles ont été concurrencées par les aciéries de Chine, un acier beaucoup moins cher, un aluminium beaucoup moins cher, et donc, qu'est-ce qu'ont fait les aciéries en France, celles qui ont résisté? Elles se sont spécialisées dans des secteurs spécifiques et qui a rapporté beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire produire moins, mais plus cher. Vous gagnez plus en produisant moins. C'est ça l'intérêt, et c'est ça l'intérêt aussi des FPGA et de cette alliance AMD-Xilinx. On va terminer cette vidéo, alors sans spoil au début, et je vous avertirai quand il y aura du spoil, sur The Silent Sea, la nouvelle série coréenne de science-fiction. Alors quel est le pitch? Très rapide, le pitch c'est que la Terre se meurt, il n'y a plus d'eau sur Terre, et il y avait un centre militaire et spatial de recherche sur la Lune, coréen bien entendu, qui ont fait une découverte majeure visiblement, mais il y a eu des radiations et ça a tué tout le monde sur la base, et donc il va y avoir une enquête de lancer et on va envoyer une troupe d'astronautes pour aller enquêter sur place sur cette base. Et bien entendu, rien ne va se passer comme prévu, il va y avoir du suspense, de l'action, bien entendu aussi de la psychologie, un peu de science-fiction, et aussi un petit côté alien, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Alors quelles sont les qualités de cette série ? Bah écoutez, je trouve que les Coréens ont quand même pas mal de bonnes idées, ils essayent en tout cas d'exploiter de nouvelles idées. On a vu Hellbound, on a vu également My Name, on a vu aussi Squid Game, et bien entendu Kingdom, donc ça fait beaucoup de bonnes séries quand même. Dans cette série, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les acteurs, bien que. Alors les acteurs, pourquoi j'ai bien aimé? Parce qu'effectivement, ils sont soft dans leur jeu, ce n'est pas un jeu coréen. Alors, je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup le jeu coréen, surjoué, moi j'aime moins, et bien dans cette série, c'est respecté, il n'y a pas de surjeu, c'est très américanisé, entre guillemets. C'est d'ailleurs l'autre défaut, c'est que par contre, ça manque peut-être un peu d'expression quand même, les acteurs manquent un peu d'expression par rapport à Squid Game où quand même il y avait un peu plus d'expression, ou My Name que j'ai adoré, là c'est un peu plus neutre et un peu trop neutre à mon goût, mais c'est quand même pas si mal que ça. Le suspense est là, le retournement de situation, l'action est là, mais il y a quand même des défauts. Les défauts en particulier, eh bien pour moi, c'est les incohérences scientifiques. Lorsque vous vous attaquez à une série de science-fiction, il y a marqué science dans science-fiction. Et là, à certains moments, c'est assez terrible en termes de résultats. Par exemple, je vais vous prendre le tout début du premier épisode. Pas de spoil, ça se passe dans les 5 premières minutes. Le vaisseau va atterrir sur la Lune, mais il va y avoir un problème, bien évidemment, pour accentuer un peu la tension. Et donc, il va se scratcher. Vous allez me dire, oui, quel est le problème? Eh bien, écoutez... Si vous prenez The Expanse, excellente série de science-fiction sur Prime Video, d'ailleurs c'est une des rares qui fait ça, quand il y a un combat, les protagonistes sont en combinaison avec le casque et sanglés, au cas où il y a une fuite et une dépressurisation de la cabine, ce qui paraît évident. Et bien là, non, pas du tout, ils se scratchent et c'est plutôt violent, mais aucune fuite d'air, au cas où il y avait une fuite d'air, pas de casque, rien du tout, vous comprenez que c'est un petit peu étrange. Et c'est pas tout, évidemment, l'actrice principale est sanglée sur son siège en l'air, elle se défait, elle tombe comme une pierre. On est sur la Lune, c'est pas la même pesanteur, bien entendu. Et comme ça s'enchaîne ainsi. Alors vous allez me dire qu'il y a peut-être un système anti-pesanteur, mais vu l'état du vaisseau, j'ai quelques doutes. Mais ainsi, il y a quand même pas mal d'incohérences scientifiques. Mon plus gros problème, c'est la fin, mais je n'en dirai pas plus, j'en parlerai dans la partie spoil tout à la fin. Donc cette série, est-ce que vous allez aimer? Potentiellement oui, ça peut plaire ou ça peut déplaire. Si vous n'êtes pas accro au réalisme, à un minimum de réalisme, on va dire, en termes de science-fiction, écoutez, vous pouvez regarder cette série, ça se passe pas si mal que ça, c'est assez plaisant et c'est 8 épisodes. Mais attention, à la fin est assez spéciale, je vous le répète.
Et maintenant, on va passer en partie spoil, très court, mais quand même, j'ai un détail qui m'a beaucoup choqué, et donc je vais vous en parler maintenant. Donc, on est en partie spoil, je le répète, au cas où vous ne l'aviez pas entendu. Quel est le problème? Eh bien, c'est la fin pour moi. Alors, pas que la fin, il y a quand même pas mal de petits problèmes, je vous ai expliqué dans cette série, mais la fin, quand même, c'est juste ça qui m'a gâché quand même toute la série. Et oui, gâché, je le dis bien. En fait, il y a une survivante, on sait que c'est une clone, hein, puisqu'il faisait des expériences scientifiques avec l'eau lunaire. Donc oui, il y a de l'eau sur la Lune, c'est assez spécial, mais admettons, de l'eau lunaire, une eau très spéciale. Et donc cette clone-là, après pas mal de morts, cette clone-là a survécu et est surpuissante, super rapide. Et on va dire, elle est un petit peu amphibienne quelque part, c'est-à-dire grosso modo, elle est capable en plus, on voit qu'il y a une espèce de branchie, elle est capable de survivre dans des conditions difficiles, et très résistante, très rapide et très meurtrière. Oui, mais peut-être, mais elle a été blessée plusieurs fois quand même durant la série, ce qui prouve qu'elle est aussi fragile. Et donc, ce qui m'a gêné, c'est qu'à la fin, eh bien, il s'échappe, les quelques survivants s'échappent de la base, donc la docteure se retourne parce qu'elle a quelque chose à faire et revient sur la jeune fille a disparu et la porte du sas est ouverte sur la Lune, sauf que la jeune fille s'est débarrassée de sa combinaison, et on la voit quelques minutes après, vaquer comme ça sur la Lune, sans combinaison, et oui, en simple habit comme ça, elle se promène avec le sourire. Je vous rappelle, la Lune c'est quand même 125 degrés au soleil et moins 170 quand on est à l'ombre. S'il n'y a pas d'atmosphère, il y a les radiations solaires. Je veux bien que cette entité, ce clone survivant, soit très fort, mais là, quand même, j'ai eu du mal, je dois vous avouer que ça m'a fait un peu grincer des dents de la voir ainsi vaquer comme ça, tranquillement, comme si elle était dans une prairie fleurie. Bien entendu, si elle est comme Superman, c'est-à-dire qu'elle peut résister à tout, ok, mais il fallait le dire avant, et pourquoi elle a été blessée plusieurs fois. Bref, une grosse incohérence pour moi à la fin, un final qui m'a un peu gâché la série. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.